Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Jean-Michel Béaco, directeur général de l'Institut Louis Bachelier. Certains d'entre vous me connaissent déjà, je pense beaucoup d'entre vous me connaissent. Voilà, je vous parle de Paris où il fait beau pour une fois. Hakim Berra, merci Hakim, m'a proposé d'enregistrer cette vidéo de quelques minutes pour participer avec vous, comme on dit, en distanciel au conseil scientifique d'aujourd'hui à Alger. Voilà, je préférais évidemment être avec vous, mais disons que on va essayer en quelques minutes d'échanger sur trois sujets. Le premier que m'a proposé Hakim, c'est de faire un bilan et perspective du conseil scientifique depuis sa création, il y a quelques années, avec le professeur Boukrami. Eh bien, je crois que j'ai été fidèle à toutes les réalisations, à toutes les présentations de ce conseil scientifique. Donc, je vais pouvoir vous dresser, de mon point de vue, un premier bilan et puis évidemment tracer des perspectives. Voilà. Dans un deuxième temps, je parlerai du FinLab qui, d'après ce que j'ai compris, va être créé, en tout cas juridiquement aujourd'hui. Et bravo pour ce démarrage. Voilà, donc on va parler du FinLab. Je vous proposerai éventuellement de vous parler des expériences européennes, françaises, qu'on a déjà vécues, pour voir si ça peut vous inspirer, et puis si on peut en tirer des conclusions. Prendre des coups d'avance, c'est un terme que je vais souvent utiliser. Et en troisième lieu, je vous donnerai rendez-vous en novembre pour un atelier du FinLab et vous parler peut-être rapidement de ce qu'on peut faire ensemble. Institut Louis Bachelier d'une part, et vous tous, dans le domaine des marchés, de la finance, de l'asset management, de la régulation. Voilà, nous sommes, comme je vous rappelle, un centre de recherche en économie et finance, centre de recherche qui fonctionne avec les entreprises en mode qu'on appelle partenarial. Donc voilà, je pense que c'est un format qui peut, là encore, nous intéresser. Alors, premier sujet, on a dit bilan et perspective du conseil scientifique. Alors, d'abord, je suis très honoré d'en faire partie. J'ai été fidèle parce que je pense que c'est un lieu de rencontre extrêmement précieux. Donc, en premier lieu, je dirais, il faut absolument le garder, le conserver, le chérir, faire tout ce qu'on peut pour le rendre mieux. Voilà. Alors, pour le rendre mieux, je vais utiliser une technique de consultant. En fait, c'est un format qui, à mon avis, a le mérite de faire une synthèse rapide et de passer quelques messages simples, comme j'ai pas beaucoup de temps non plus. Donc, je vais utiliser le format SWOT, c'est-à-dire SWOT, donc ça doit être force, faiblesse, crainte et opportunité. Voilà. Donc, essayer au moins un thème par case de vous dire ce que j'en retiens. Alors, les forces du conseil scientifique. Moi, je dirais que il y en a une principale, c'est d'être un lieu qualitatif qui permet, parce qu'il a une vue académique aussi, une vue qui a du recul, ça permet effectivement d'éclairer les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et ces enjeux peuvent être, je dirais, urgents ou peuvent être très long terme, c'est selon, mais l'intérêt, c'est de donner ce recul nécessaire à vous tous, à nous tous, pour avoir des coups d'avance sur ce qui va se passer. Voilà. Un petit exemple, je me souviens de certaines présentations, une sur l'innovation que j'ai pu faire, et je pense que certains, si je reprends mes planches de temps en temps, je me dis, tiens, il y avait quelque chose là-dedans qui éclairait déjà quelques années à l'avance. Voilà, la blockchain qu'Imen nous a présenté plusieurs fois. Là encore, si on s'y réfère, on retrouve des éléments qui peuvent nous servir et nous servir en avance. Voilà. Donc ce lieu de création de coups d'avance qualitatif, c'est pour moi la principale force du conseil scientifique.
Au niveau faiblesse, je serai assez court parce que je pense qu'il y en a une principale qu'on peut corriger, c'est le manque d'échange. Alors là, bon, aujourd'hui c'est particulier, mais puisqu'on utilise la vidéo, mais même plus généralement, je pense qu'il faudrait avoir plus d'échanges avec vous tous, donc avec les gens qui sont présents dans la salle. Sinon, en fait, on fait défiler finalement une série de présentations, et comme on ne regarde pas nécessairement tout le temps, on a moins de temps pour les questions, et finalement tout ça passe un peu rapidement. C'est dommage, je pense qu'on pourrait imaginer préparer les questions à l'avance, tout simplement. Par exemple, avoir une liste de questions qu'on dit qu'on va traiter dans nos présentations, on se laisse le temps de le faire. Voilà, donc je dirais garder un temps d'échange systématiquement, y veiller pour que je dirais les interactions soient réelles, et que, du coup, vous puissiez nous apporter des visions, des interrogations, des réponses aussi, et inversement. Voilà pour les faiblesses. Alors, les opportunités, pour moi, elles sont multiples, mais basées sur une chose principale que je voudrais mentionner s'agissant du conseil scientifique, c'est que je crois que nous avons créé un lieu de confiance entre nous. C'est-à-dire que c'est un lieu qui a tissé ce lien immatériel mais combien précieux de la confiance. Je me souviens d'une présentation du professeur Boukrami qui parlait de la confiance, et il avait bien raison il y a quelques années. Et voilà, nous avons là un lieu de confiance entre la France et l'Algérie, l'Europe même et l'Algérie, chacun dans son domaine, et ça a le mérite d'exister, c'est-à-dire que c'est là-dessus que nous pourrons construire. Donc les opportunités, elles se construisent sur ce tissu de confiance que nous avons su créer et qu'il nous faut garder et améliorer, évidemment. Voilà, donc là, je pense que les opportunités, elles sont multiples parce qu'il y a la confiance. Voilà. Les craintes, moi, j'en vois guère, mais il y en a toujours une que j'ai en tête, c'est de ne pas faire assez vite, assez fort, bon, toujours pareil, c'est-à-dire de ne pas avoir assez de réalisation, de finalement parler beaucoup et faire peu. Voilà. Donc le FinLab, par exemple, aujourd'hui, est l'illustration que nous savons faire des réalisations. Nous savons finalement passer d'une idée à un projet. Et souvent, alors je ne sais plus qui a dit ça, mais la différence entre une idée et un projet, c'est un calendrier. Et donc je pense que pour lutter contre la relative faiblesse ou la crainte éventuellement de ne pas délivrer, il nous faut systématiquement, et Hakim, je te passe ce message, c'est toi le gardien du calendrier, voilà, et je sais que tu y veilles, voilà, il faut qu'on garde toujours en tête d'avoir des dates auxquelles on se rend compte, mais des dates aussi auxquelles on fait les choses. Voilà, le calendrier. Alors, sujet numéro 2, je vais aller peut-être un peu plus vite, c'est le FinLab. Alors, à nouveau, bravo pour cette création. Là encore, je vais utiliser peut-être une technique de consultant en faisant ce qu'on pourrait appeler un benchmarking du FinLab. Alors, benchmarking, c'est un grand mot, mais alors ça s'appelle parangonnage, je crois, en français. Mais disons, je vais vous parler de 3 équivalents, qui n'en sont pas d'ailleurs, mais qui sont 3 morceaux du puzzle que vous allez construire en Algérie, dans le FinLab. Alors, 3 morceaux. Alors, je vais partir du plus, je dirais, petit, enfin, ou disons du plus, celui qui est le plus à la source et celui qui est le plus, je dirais, dans les nuages. Voilà. Donc, celui qui est à la source en France, ça s'appelle Pépite. Pépite, c'est un programme qui est systématisé dans les facultés, qui consiste à encourager les étudiants qui sont en master en général, au niveau master, à tenter leur chance en créant une entreprise. Alors ça leur donne une équivalent de finalement d'année sabbatique, soit pendant le master, soit après le master. En fait, ça remplace d'une certaine manière le service militaire que nous ne faisons plus. Donc voilà, finalement, bon, c'est une autre façon de passer une année civique. Alors, ce n'est pas systématique pour tout le monde, mais c'est sur la base du volontariat. Et pas mal de gens sont convaincus par ça. Donc, tente leur chance. L'idée du programme Pépite, c'est évidemment de les aider donc à trouver un lieu
Alors à l'heure actuelle, les lieux sont des lieux de coworking, hein, c'est pas très compliqué. Pour étudier, pour écrire le projet, le proposer à des fonds d'amorçage, notamment la BPI, la Banque publique d'investissement. Voilà, donc ça, c'est le programme Pépite. Chaque année à Dauphine, sur 3500 personnes diplômées, il y a environ 60 pépites. Voilà, donc personnes, je répète, qui tentent leur chance dans une entreprise. Donc ça, c'est très précieux. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour finalement encourager les jeunes à aller dans cette voie parce que c'est là où se créent vraiment les innovations les plus, voilà, les plus radicales. De l'autre côté du spectre, je dirais sur des choses assez abouties qui finalement existent et n'ont besoin que de communication. Il y a un lieu au Palais Brognard, donc dans l'ancienne bourse de Paris, qui s'appelle La Place pour les fintech. Donc c'est sponsorisé par les entreprises. Et La Place, c'est en fait un lieu d'échange. Vous savez, il y a WeWork, c'est-à-dire WeWork, c'est l'endroit, vous savez, de coworking. Et là, on a un espace qu'on qualifie de WeThink, c'est-à-dire en fait, on, on se voit plutôt pour des petits déjeuners, des petites réunions, des ateliers, etc. Et cet espace est donc dédié à toutes ces entreprises qui sont dans l'écosystème parisien, les fintech, et qui peuvent donc entrer sortir dans cet espace convivial qui est très organisé en fait, et c'est très bien d'ailleurs, par l'opérateur donc du Palais Brognard. Et tout ceci sous l'égide du Crédit Agricole, Generali. Voilà, donc c'est un lieu d'échange. Ça produit beaucoup de manifestations. Les gens ont l'air très heureux, surtout heureux ces derniers temps de se rencontrer, évidemment, aussi. Donc là encore, on peut imaginer quelque chose lorsqu'il commence à y avoir pas mal d'entreprises. Imaginez effectivement un lieu qui, par thématique, enfin, pour des raisons précises d'une conférence, etc., les gens se voient ensemble, sortent de leur entreprise et vont dans un lieu commun. Voilà, donc ça c'est de notre côté. Et au milieu, il y a un modèle qui, à mon avis, ressemble beaucoup à votre FinLab de demain, qui est le SWAVE. Donc le SWAVE, c'est un programme d'hébergement d'entreprises qui sont déjà dans un stade avancé. Avancé veut dire qu'en fait, ils ont dépassé le projet, ils ont déjà les premières équipes, ils ont besoin de mètres carrés, et donc on les accueille dans la Grande Arche Défense, là encore financé par les entreprises les plus grosses hein, de la défense, pour un programme de revitalisation du lieu. Donc l'idée étant de faire de la défense un lieu de fintech, enfin un lieu de finance innovante. Voilà. Alors là, c'est relativement simple. Hein. Il y a un comité de sélection. Les entreprises pitch, c'est comme un incubateur d'une certaine manière, mais c'est un incubateur qui est essentiellement basé sur la pluridisciplinarité, c'est-à-dire expliquer aux entreprises que s'ils sont là, ils vont pouvoir très facilement accéder à des services sans les avoir nécessairement chez eux, y compris la compta, y compris pas mal de choses dont ils ont besoin, le juridique, y compris la R&D. Donc, et ça va me faire une transition pour mon troisième sujet. La R&D donc est produite à l'Institut du Bachelier. Donc les entreprises qui ont envie effectivement d'explorer des thématiques, notamment essentiellement en digital, hein, enfin intelligence artificielle, peuvent le faire tout simplement parce qu'ils sont au SWAVE et que nous avons des échanges permanents avec eux. Voilà. Alors, dernier point, et c'est pas pour nous décourager, mais c'est un point d'attention. Il est clair que ce soit en France comme dans plein d'autres pays, le problème des FinLab, des SWAVE, donc de tous ces lieux d'incubation au sens large, c'est le passage du startup au scale-up, hein, on le sait, c'est-à-dire le problème, c'est évidemment la mise à l'échelle. Voilà, donc toujours penser un peu plus loin, toujours penser un peu plus grand, parce que finalement on bute très vite sur des limites qui sont tout bêtement le marché, le pays, le legal, voilà. Et donc si on arrive à s'en défaire dès le début, effectivement ça donne beaucoup plus d'ampleur à l'entreprise. Alors dernier sujet qui est ce qu'on peut faire ensemble, ça c'est un point majeur auquel je crois, auquel je tiens. Lorsqu'on fait la corrélation entre la durabilité des entreprises et leur développement et la R&D, on trouve une corrélation très positive. Elle n'est pas de 1, mais elle est franchement
très positive, donc à 0,8, 0,7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise peut naître et faire des affaires, je dirais, si elle veut être durable, si elle veut, je dirais, se mettre à l'échelle, elle a besoin de R&D, parce qu'effectivement, sans R&D, vous n'avez pas les coûts d'avance dont on parlait au départ, mais vous n'avez pas surtout les marchés de demain. Et vous avez petit à petit, finalement, ce ronron qui s'installe, qui fait que vous ne vous mettez jamais je dirais, dans, dans une zone un peu plus à risque, qui consiste, enfin une zone d'inconfort, qui consiste à chercher, à trouver de temps en temps, à ne pas trouver souvent. Voilà, donc avec tout le déchet de la R&D, mais tout ça, ça crée une émulation et ça crée en fait un rythme qui correspond parfaitement à ce qu'est le développement d'une petite entreprise vers une grande entreprise. D'où la corrélation d'ailleurs entre les deux. Et donc la R&D, c'est vraiment ce que nous produisons. Elle peut être très appliquée, on fait essentiellement de l'IA, hein, de ce qu'on appelle les big data, bon, l'intelligence artificielle, et on fait beaucoup donc via notre data lab ILB. Donc là, il y a une vingtaine d'ingénieurs qui travaillent sur des problématiques d'ingénierie qui peuvent être très appliquées. Et le Green Lab à l'ILB, qui est donc la même chose que le Data Lab, mais cette fois-ci, c'est le digital au service de l'environnement. Et là encore, un dernier message en conclusion. Je pense qu'il vous faut réfléchir à demain, mais aussi après-demain. Et demain et après-demain, c'est indéniablement le développement durable. Ça vaut pour à peu près tous les sujets. Je crois en avoir déjà parlé avec certains d'entre vous. Prenons l'agriculture, par exemple, le carbone vivant. Bon, il est clair que l'agriculture en Algérie ne pourra, me semble-t-il, se redévelopper ou se développer que dans le durable, dans le bio. On ne va pas revenir aux agricultures intensives qui ont finalement au départ créé des petits résultats, mais in fine qui ont dévasté les sols, pollué, etc. Je ne parle même pas des transports, toutes ces choses qui donc doivent se faire sous un angle immédiatement durable, d'où l'appellation Green Lab, qui est en fait un lab à l'ILB qui traite spécifiquement des accords de Paris et de tous les engagements que les entreprises et les États ont pris et qui vont chaque année être répétés, en particulier cette année à Glasgow pour la COP26. Donc moi, je vous passe un dernier message de conclusion qui est de garder un œil vraiment sur les COP, la COP26 à Glasgow, les accords de Paris, le développement durable, parce que c'est là où se trouvent les vrais marchés de demain, ceux qu'il ne faudra pas rater, en tout cas en termes de cible. On ne peut pas se permettre de regarder à côté. Voilà, on est obligé de regarder dans cette voie-là. C'est mon message. Et je vais m'arrêter là parce que je suis déjà à 18 minutes et j'avais promis à Kim 10 minutes. Donc j'espère que je n'ai pas été trop long. Et voilà, n'hésitez pas évidemment à me poser des questions via Kim, professeur Boukrami, par le mail, c'est très facile. Et rendez-vous en novembre, si tout va bien, si le Covid nous le permet. Merci, au revoir.